Bienvenue dans cet épisode un peu particulier où je vous embarque non pas dans l'histoire d'une invitée, mais dans la mienne. Ces épisodes solo, si tu veux, on n'a qu'à les appeler les chroniques d'une meuf qui ne sait pas rester en place. Aujourd'hui, je suis chef de rang sur un bateau. Dans quelques mois, je retrouve mon petit van au Canada. Et après, mystère, même pour moi. Ici, pas de plan de carrière tout droit, pas de vie toute liste, juste des envies, des voyages et des virages surtout, et une bonne dose de « on verra bien ». Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant la vivre comme un brouillon génial plutôt qu'un plan Excel validé par la société. En tout cas, c'est mon nouveau mantra. J'espère que tu es bien installé et je te dis à tout de suite pour la nouvelle chronique du jour. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 août. Ça fait déjà presque 2 semaines que je suis de retour au Canada. Et je vais prendre enfin le temps de répondre à vos nombreuses questions. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre engouement à me laisser toutes ces questions. Je suis vraiment ravie de voir que mon expérience en mer vous a plu, vous a permis de voyager. D'ailleurs, j'ai même reçu des petits messages, pas de questions, mais juste un grand merci pour ton partage. Donc, ça me fait plaisir, ça me touche énormément et je suis ravie que tout ça vous plaise. Et je peux vous garantir que j'ai encore plein de choses à vous partager parce que les prochains mois qui se programment et qui se profilent vont être tout aussi fous. D'ailleurs, je prendrai le temps d'y répondre à la fin parce que j'ai vu que c'était la question qui vous intéressait le plus. Qu'est-ce que c'est la suite ? Est-ce que tu refais une croisière, etc. Donc, je prendrai le temps de répondre à la fin. Pour le début, je vais surtout prendre le temps de répondre aux questions qui sont assez rapides. Et celles qui prendront un petit peu plus de temps, je les garde pour la fin. J'ai essayé à ce qu'il y ait un petit ordre logique, mais bon, on verra ce que ça donne. Donc voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir pris le temps de me poser ces questions et d'écouter cet épisode. Donc j'espère que vous obtiendrez les réponses à vos questions. Donc je vais commencer par, est-ce que tu as choisi ce contrat pour le type de travail ou l'itinéraire du bateau ? Alors j'ai déjà répondu à cette question dans un précédent épisode. D'ailleurs, les prochaines questions, j'ai déjà répondu à ces questions. Donc je vais vraiment les survoler parce que je vous invite vraiment, normalement ces épisodes solo s'écoutent vraiment dans une continuité parce que je les ai fait mois par mois, etc. Donc il y a une continuité, il y a une suite. Comment j'ai commencé l'année dernière, en 2024, pour commencer à postuler, les démarches, etc. Je vous raconte tout en toute transparence. Donc ce serait quand même intéressant de commencer depuis le début. Enfin, ça serait plus logique en tout cas. Mais bon, en tout cas, type de travail, moi j'ai postulé en tant que serveuse dans tous les cas. J'ai pas cherché à postuler pour autre chose parce que je voulais mettre toutes les chances de mon côté. J'avais de l'expérience dans la restauration, donc voilà, j'allais pas postuler, je sais pas moi, comme matelot. Donc voilà, donc j'étais d'abord postulée comme serveuse. En tant que Français, on a un peu l'opportunité quand même de choisir les bateaux et les itinéraires. Donc on va nous dire voilà, il y a ces bateaux qui sont disponibles à ces dates-là. Donc moi je vous avoue que mon critère premier a été la date parce que du coup j'avais très envie de revenir au Canada pendant la période estivale. J'avais pas envie de revenir en plein hiver et aussi parce que je voulais pas rester trop longtemps sans taf parce que du coup ça faisait déjà un petit moment que j'étais en voyage et que je savais que j'allais plus avoir d'argent à un moment donné. Donc d'abord ça a été la date, j'ai envie de dire, et ensuite une fois que j'ai vu qu'il y avait plusieurs bateaux pour ces dates-là, dans ces cas-là j'ai vraiment choisi l'itinéraire. Parce que moi à la base quand j'avais postulé je visais l'Antarctique et donc là c'était pas la saison pour l'Antarctique mais c'était la saison pour l'Arctique, donc j'avais le choix entre l'Arctique ou ça j'avais aussi je pouvais aller faire tout ce qui est le côté méditerranéen et donc dans ces cas-là j'ai privilégié d'aller en Arctique. Donc voilà, c'est pour ça que donc ça a été vraiment un peu ça la logique, d'abord le type de travail, ensuite la date de départ et surtout la date de fin et ensuite l'itinéraire. Voilà. Faut-il être expérimenté pour postuler ? Où peut-on être débutant et sur quel site tu as postulé ? Alors moi déjà j'ai fait complètement des candidatures spontanées, j'ai envoyé des mails, des candidatures pendant des mois, j'allais chercher des gens sur LinkedIn, sur internet, enfin vraiment j'ai essayé de fouiner où est-ce que je pouvais trouver des contacts, ça n'a pas trop fonctionné, j'avais pas trop de réponses ou soit j'avais des réponses négatives jusqu'à ce que Béranger du podcast Papa Maman Tout va bien a posté une story, mais ça aussi j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, donc pour celles qui ont déjà écouté, je m'excuse de me répéter, mais du coup il y a Chloé qui a vu sa story, qui a travaillé pour l'entreprise dans la restauration, qui a dit moi j'ai déjà travaillé, voilà mon contact, elle nous a donné son contact et là je vous avoue que les choses ont accéléré en fait à ce moment-là parce que du coup elle venait de finir elle avait récemment fini un contrat, donc son contact était vraiment une aubaine pour nous en fait, donc voilà, ça a été comme ça. Est-ce qu'on peut prendre les débutants ? J'ai pas envie de parler à la place des recruteurs et des recruteuses parce que c'est pas du tout ma place, mais je peux vous dire en tout cas que sur le bateau, moi j'ai eu des collègues serveurs et serveuses, il me semble à la réception aussi, qui n'avaient pas d'expérience. C'était leur première fois dans ce domaine.
aussi bien en mer que même en tant que serveuse. Donc j'imagine que oui, c'est possible. Comment elles ont fait pour réussir à décrocher un travail, je n'en ai absolument aucune idée. Des fois, ça peut être juste, on postule au beau moment et ils sont vraiment désespérés et du coup, ils sont prêts à nous laisser une chance. Là, je vous avoue que je peux pas parler à ce sujet-là parce que moi, du coup, j'avais déjà de l'expérience. Et donc, sur quel site? J'ai pas du tout postulé sur le site de l'agence. J'ai directement fait des candidatures spontanées, j'ai envoyé des emails. Est-ce que c'est bien payé? Ça aussi, j'en ai parlé. Je pense avoir été assez transparente là-dessus. Alors, pour moi, bien ou pas bien, c'est porter du jugement et j'ai pas du tout envie de porter de jugement là-dessus parce que je n'ai pas du tout de point de comparaison avec d'autres compagnies de croisière. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 4 mois de contrat en mer, j'ai réussi à mettre plus d'argent de côté qu'en presque 1 an pour le même type de travail au Canada. À savoir que bien évidemment au Canada je faisais pas du tout le même nombre d'heures, donc forcément il y a une petite logique là-dessus, mais ce qu'il faut prendre en compte c'est que quand on est en mer, on n'a aucune dépense, elles sont vraiment minimes. Et encore, moi je me payais des massages à bord toutes les 2 semaines, je consommais de la bière à bord, j'avais quand même des petites dépenses quand je sortais par exemple, que j'allais visiter des villes, etc. C'est pareil, j'achetais des souvenirs, je dépensais un peu d'argent si j'allais au restaurant ou des choses comme ça. Donc après ça dépend de soi-même. Moi en tout cas je pense que c'est plus avantageux. En général, service, on est en général aux alentours de entre 2500, je dirais entre 2500 et 2700, tout dépend des pourboires. Après, il ne faut pas compter trop sur les pourboires. C'est pas comme en Amérique du Nord. Mais du coup, moi, je trouve que c'est très bien payé parce que ça nous paye aussi les billets d'avion, mais ça nous permet aussi de faire des excursions qui coûtent très cher, que du coup, on ne paye pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment à prendre en compte si on parle argent. Parce que si on le fait juste pour l'argent, mais si on le fait pas pour les excursions, c'est quand même dommage parce que du coup, moi, j'ai vu des endroits dans le monde que je serais incapable de me payer, vraiment incapable. Ou soit il me faudrait des années, ou il faudrait que je gagne à l'euro million, mais comme je joue pas, c'est pas possible. Donc voilà, ça à prendre en compte. Comment vont mes pieds? Trop mignonne cette question. Mes pieds vont très bien. Aussitôt que je suis passée chez le podologue et qui m'a fait les semelles orthopédiques, ça a été instantané. Je les ai mis le service même. J'avais quasiment plus mal. 2 jours après, je n'avais plus aucune tendinite, plus aucune douleur. C'était impressionnant à quel point c'est parti et comment des petites semelles aussi fines peuvent faire la différence. Donc vraiment, je conseille à tout le monde, si vous travaillez dans la restauration ou autre et que vous avez même un semblant de mal au pied ou même mal au bas du dos ou peu importe, allez chez un podologue. Franchement, vous regretterez pas d'avoir dépensé cet argent parce que c'est incroyable la différence que ça fait. Et puis jamais je me séparerai de mes semelles orthopédiques lorsque je travaillerai avec un niveau d'horaire assez intense. Les passagers restent combien de temps? Alors ça dépend, il y a des croisières de 7 jours ou il y a des croisières de 14 jours, mais aussi ça dépend d'où ils viennent. Par exemple en Europe, quand on passait à travers l'Europe, tout ce qui est Portugal, Espagne, France, Angleterre surtout, Irlande, etc. Nous on avait des passagers qui venaient d'Australie et de Nouvelle-Zélande par exemple, donc ils ont fait un long trajet pour venir jusqu'à nous, et donc du coup eux en général ils s'étaient payés 2 voire 3 croisières. Donc eux du coup ils pouvaient rester jusqu'à 1 mois. J'avais aussi un couple du Québec par exemple qui est resté pendant un peu plus d'1 mois parce qu'ils ont fait 3 croisières. Et donc du coup, mais après ça c'est dépendamment, mais la plupart du temps ils restent 7 jours ou 14 jours. Et c'est vrai que ceux qui restent à moi je me suis vraiment tellement approchée d'eux, ça devenait comme des amis. On a échangé nos contacts, etc. Et c'était vraiment, de les voir partir, c'était assez douloureux. Mais voilà. C'était vraiment super fun. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les passagers, je me posais la question, là je passe dans un domaine qui est complètement l'opposé de ce que je faisais au Canada. Et sincèrement, moi j'ai adoré être aussi. Alors je peux très bien servir des cow-boys que des millionnaires. Je vous avoue que pour moi ça a été le même plaisir à les servir. Ce qui me prouve que j'adore ce métier encore plus. C'est que vraiment pour moi il n'y a pas de différence entre les deux. Ils ont le même niveau de service, le même niveau de respect et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, j'ai vraiment eu aucun souci, même au niveau de l'âge, etc. Bon, moi, je vous avoue que je préfère servir les adultes que les enfants. Donc là, on n'avait pas souvent des enfants à bord. Et moi, ça me va très bien. Voilà, comme dans le saloon où j'étais. C'est un endroit qui était interdit au moins de 18 ans parce qu'on avait des machines à sous, comme dans un petit casino. Et donc, du coup, moi, je vous avoue que ça me correspond bien. Par exemple, moi, je me verrais pas travailler sur je sais pas comment ça s'appelle, les Costa Brava ou je ne sais pas quoi. Ces gros bateaux déjà, milliers de passagers. Je ne vois pas ça. Je rappelle que nous, notre bateau, c'est 264 passagers maximum. Et c'est très rare qu'on en a autant. En général, on est aux alentours de 100-150. Moi, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Ça, c'est pas une usine, c'est pas un immeuble sur l'eau. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Qu'est-ce que tu as préféré comme stop? Alors, sans hésiter,
c'est même pas un stop, je dirais juste c'est une destination, c'est le Groenland. Parce que le Groenland, pour moi, il est complètement incroyable. Je crois que j'en ai déjà parlé précédemment, mais aussi bien des navigations à travers des icebergs qui font la taille d'immeubles, je vous assure, c'est incroyable. Enfin, c'est fou. Mais aussi les villages d'Inuit qu'on a été faire, etc. C'était juste complètement dingue. En plus, on avait un temps magnifique. Donc voilà, pour moi, le Groenland, number one de très loin. La Norvège avait l'air magnifique et incroyable, mais comme j'avais le Covid et j'étais coincée, j'ai pas pu sortir du bateau, malheureusement. J'ai juste vu les choses du Pont 7 et malheureusement, j'ai pas suffisamment vu pour pouvoir en parler. Mais pour moi, le Groenland, number one. Après, je dirais le Svalbard. J'ai adoré le Svalbard aussi. Et ensuite, en numéro 3, je dirais la petite île de Ranmoren qui se trouve entre le Svalbard et l'Islande. Il faut vraiment zoomer pour la voir, cette petite île. Elle a quelque chose d'incroyable. Donc voilà, je dirais ça, c'est mon top 3, même si on m'a demandé qu'un seul stop, c'est mon top 3 des destinations. Comment va ton moral après tout ce temps en cohabitation sur l'eau ? Mon moral va très bien. Moi, j'ai adoré la cohabitation sur l'eau. J'ai eu aucun souci avec ça. Vraiment, bon, peut-être à la fin, les nanas avec qui j'étais en cabine, on était un petit peu moins proches. Peut-être aussi parce que je savais que j'allais partir 2 semaines après. Et donc, du coup, j'ai pas non plus trop fait l'effort. Mais pour moi, aucun problème niveau cohabitation. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris ? Alors, qu'est-ce qu'elle m'a appris sur la vie ou sur moi-même ? 2 questions différentes, je ne sais pas de quelle approche l'aborder, mais je dirais qu'est-ce qu'elle m'a appris peut-être sur la vie déjà. Moi, je pense que j'en ai déjà parlé, mais j'ai été surprise à quel point on pouvait mêler autant de personnalités, de cultures et d'âges différents, et à quel point on arrive à cohabiter ensemble. Ça m'a appris qu'il existe une autre vie que celle sur la vie à terre, et il existe la vie en mer. Et je suis tellement contente d'être rentrée dans cet aspect du monde qui est très peu connu, je pense. C'est rare qu'on connaisse quelqu'un qui vit à bord en fait de navire et qui fait ça fréquemment. Et j'avoue que je suis contente de découvrir ça parce que c'est vraiment différent de travailler à terre, comme on dit. Et qu'est-ce qu'elle m'a appris sur moi-même ? Moi, je dirais qu'elle m'a appris que je suis capable de prendre 4 mois de vacances, mais aussi de travailler 4 mois très dur, de me lever tous les matins pendant 4 mois et d'avoir aucun souci avec ça, de pouvoir dormir que 4 heures par nuit, il n'y a aucun souci, parce que j'appréhendais pas mal cet aspect-là et finalement, aucun souci. Donc voilà, je savais que la vie en communauté, ça me dérangerait pas. Je savais que j'adorais le voyage, je savais que j'adorais le service. Donc tout ça, ça m'a pas vraiment appris des choses sur moi-même. Mais je dirais que oui, que je suis capable de vraiment travailler très très dur sans aucun souci. Voilà. Alors, quels sont tes projets après le bateau ? Je répondrai après. Qu'est-ce qui t'a le plus ému dans cette expérience ? Alors, qu'est-ce qui m'a le plus ému ? Moi, je dirais, c'est le départ, en fait. Vraiment, sans aucun doute, le dernier jour, pour moi, a été horrible à vivre. J'en ai déjà parlé précédemment. Et pour moi, ça a été vraiment le plus difficile, c'est de voir les gens partir, ou moi partir. Ça a vraiment été... j'ai jamais autant pleuré de ma vie, c'est pas compliqué, je vous le dis franchement. Bon, si, peut-être pendant un décès, on va pas abuser, mais vraiment, pour une transition de vie, ça a vraiment été très, très, très compliqué pour moi. Quels sont tes ressentis aujourd'hui en comparaison à ceux du début ? Alors, du début, moi, je me souviens que j'avais, avant d'arriver à bord, j'avais énormément de peur. Donc là, toutes ces peurs, pouf, elles sont parties et ça fait du bien, ça soulage. Là, si je retourne à bord, j'aurais vraiment plus aucune peur. Si on prend les débuts du bateau, je dirais que au début c'était compliqué par rapport au fait que il n'y avait pas d'uniforme à ma taille, j'avais mal aux pieds, etc. Et donc mes ressentis aujourd'hui, je suis beaucoup plus relax, beaucoup plus sereine. Donc des ressentis totalement différents et ça prouve encore dans la vie que comme chaque nouvelle aventure, nouvelle expérience, nouveau taf, nouveau n'importe quoi, on a beaucoup de peur. Au début c'est très compliqué, c'est très intense, mais finalement ça finit par passer. Et comme je le dis toujours, la vie est un roller coaster, il y a des hauts, il y a des bas et c'est ok, il faut juste accepter qu'il y aura des bas. Et en fait il faut se dire aussi que une fois qu'on a atteint les bas, on va pouvoir repasser que au haut. Donc c'est ça qu'il faut bien garder en tête. Est-ce que tu es heureuse de rentrer chez toi ou tes pensées sont déjà tournées vers ton prochain voyage ? Alors, est-ce que tu es heureuse de rentrer chez toi ? Alors, sachez que moi, je n'ai pas de chez moi, qu'on se le dise. Moi, j'ai toujours loué des Airbnb meublés. Quand je pars d'un endroit, je pars et je pars. Je n'ai plus rien. J'ai juste tous mes vêtements qui sont dans mon van. Donc, j'étais très contente de retrouver mon van. J'ai été très contente de retrouver mes copines françaises, de retrouver le saloon.
Donc j'étais très contente de retrouver tout ça, mais je vous avoue que ça a été très intense très rapidement. Déjà j'avais beaucoup de fatigue en revenant, et aussi parce qu'au départ je me suis dit quand je reviens, j'avais pensé peut-être louer un basement là où j'étais avant, mais malheureusement j'ai appris qu'il était plus disponible. Si je m'étais renseignée avant de revenir, je l'aurais su. Je m'étais pas renseignée, je me suis dit il sera libre, et non. Je m'étais dit aussi peut-être que je serais capable de refaire quelques heures au saloon, parce que j'ai vu que tout l'été ils ont galéré, sauf qu'au moment où je suis revenue, genre quelques jours, la semaine d'avant, ils venaient d'embaucher 2 nouvelles serveuses, donc là ils n'ont plus besoin de moi, mais ça c'est aussi ma faute. Si j'avais prévenu en avance que je rentrais telle date et que j'étais disponible, peut-être qu'ils auraient fait les choses différemment. Donc je vous avoue qu'au début j'étais très heureuse, mais c'est vite passé. Et je me suis vite retrouvée là en mode qu'est-ce que je fous là en fait, parce que le Canada ça coûte quand même assez cher, et louer quelque chose c'est très cher. Et surtout là où je veux rester en fait. Donc là, très rapidement, je me suis retrouvée dans un engrenage de punaise. Il faut vite que je tourne mes pensées vers la suite, parce que rester ici, ça va pas être possible en fait. Donc ouais, très rapidement, je dirais en l'espace de 10 jours, même justement, il fallait vite que je passe à autre chose, parce qu'en fait, je me dis, c'est bon, maintenant je sais que j'ai rien à faire ici, donc il est temps que je commence à programmer la suite. Sauf que comme j'étais très fatiguée, j'avais du mal à écouter mon instinct, parce que moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Et donc, comme j'avais du mal à écouter mon instinct, à cause de la fatigue, j'avais du mal et ça me faisait un peu flipper. Donc, j'ai pris le temps de me reposer dans mon van. Je suis partie en nature, j'ai fait des randos. Et une fois que j'étais bien reposée, là, mon instinct m'a parlé. Il m'a dit quoi faire. Et ça s'est très bien. En plus, j'ai des cartes oracle. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, mais je vous invite à regarder ce que c'est si vous ne savez pas ce que c'est. Mais bref, j'ai tiré 2 cartes et 2 fois, ça m'a mis la carte instinct. Donc, ça m'a fait trop rire, parce que même l'oracle me disait écoute ton instinct. Sauf que je ne pouvais pas l'écouter. J'étais trop fatiguée. Donc c'était assez drôle. Alors celle-ci elle est vraiment bien. Comment s'affranchir du regard des autres sur notre avenir qu'ils jugent instable car pas de plan. Alors ça c'est vraiment et même un peu dans cette même question, il y a aussi j'ai reçu comment as-tu le courage de vivre ta propre vie, dépasser tes injonctions, tes croyances, etc. Alors cette question elle est vraiment très puissante. Ça a été très compliqué, ça a pris des années. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué il y a plusieurs années, je pense que je l'ai lu en 2016-2017. C'est un livre de Raphaël Giordano. Je vous invite vraiment à le lire si vous ne l'avez pas encore lu. C'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors ça, c'est pas du tout un livre de développement personnel, c'est vraiment une histoire... je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, je pourrais plus vous dire. Mais en tout cas, il est dingue. Et ça, déjà, ça m'a bien marqué. Là, j'ai vraiment compris, ok, tu n'as qu'une seule vie. Et je pense que vous me l'avez entendu le dire plusieurs fois dans le podcast. On est le propre héros de son propre livre. On crée notre propre film. Si tu as envie qu'il soit intéressant, si tu as envie de continuer à lire ton propre livre, si tu as envie de regarder ton propre film, c'est à toi de le rendre intéressant, en fait. Et donc ça, j'ai commencé à le comprendre. Bien évidemment, même si je l'avais compris, il y a toujours les autres autour de nous qui nous rappellent que voilà, c'est pas normal ou ceci ou cela. Et en fait, ces gens-là, j'ai commencé à moi les écouter. Alors comment faire pour moi les écouter ? On les voit moins, on les appelle moins, on les suit moins sur les réseaux sociaux. Peut-être on partage moins de trucs aussi, tout simplement, on n'en parle pas ou on le garde pour soi, etc. Et donc du coup, si on n'en parle pas, on nous dira rien en fait. Ou soit c'est vraiment, on en parle seulement quand on a vraiment des plans parce qu'ils vont venir avec des tonnes de questions. Toutes leurs peurs vont être reflétées sur eux. Ils vont les refléter sur vous. Ils vont venir avec un tas de questions. Donc si vous avez des réponses aux questions, il n'y a aucun souci en fait. Donc si vos plans, c'est vrai qu'ils sont un peu abstraits, forcément, vous aussi, vous allez vous emmêler les pinceaux quand on va vous bombarder de questions. Et donc c'est ça qui va créer encore plus d'incertitude et de peur. Donc c'est vraiment peut-être quand on commence à parler d'un projet, il faut vraiment montrer qu'on a étudié le truc en profondeur et qu'on sait ce qu'on va faire. Surtout que maintenant, et puis c'est là aussi où je me suis mise à écouter des podcasts. Les podcasts, pour moi, ça a tout changé. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu créer le mien, parce que je sais que un podcast peut changer la vie d'autres gens, parce qu'il m'a changé moi des vies. Et aussi, du coup, ce qui a été intéressant pour moi, c'est qu'en créant mon propre podcast, j'ai commencé à m'entourer de femmes qui avaient vécu ce que moi j'avais envie de vivre. Et donc, du coup, je commençais à m'entourer plus de gens qui osaient faire des choses que de gens qui n'avaient pas osé de faire des choses ou qui restaient dans une vie très stable. Donc, en fait, quand on commence à s'entourer de personnes qui sont dans la direction qu'on a envie d'aller, les choses deviennent tellement plus faciles. Et c'est avec elles que j'échange le plus souvent. Moi, aujourd'hui, il y a énormément d'invités du podcast avec qui je parle, peut-être pas quotidiennement, mais toutes les semaines. Là, même en revenant au Canada, on s'envoie des vocaux d'1 quart d'heure, de 20 minutes. C'est un truc de malade. Il y a des invités du podcast avec qui j'échange plus que je vais échanger avec des amis en France ou de la famille en France.
Et je pense que c'est ça qui est important. Si on veut dépasser toutes les injonctions des autres, eh ben, il faut vraiment s'approcher des personnes qui nous ressemblent ou en fait qui ressemblent à ce qu'on recherche plutôt que l'inverse. Et puis après, c'est de dépasser ses croyances et ses peurs. Ça, c'est juste y aller, quoi. Il faut y aller petit pas par petit pas. Il faut pas non plus... Si changer totalement de vie, ça vous fait trop peur, peut-être déjà faire un petit break de 1 mois ou demander un congé sabbatique de 6 mois, aller dans le pays qu'on vise pendant 1 ou 2 mois, échanger avec des gens sur place, etc. Il faut vraiment y aller à son propre rythme. Je pense que c'est ça qui est important, de s'écouter, de comprendre ses peurs, etc. Et puis, au bout d'un moment, il faut oser, en fait, parce que, encore une fois, si on comprend qu'on n'a qu'une seule vie, tu peux en perdre 10 ans, et puis, tant que tu as la santé, c'est là où il faut y aller. Santé et de l'argent de côté, parce que bien évidemment, moi j'avais un bon bagage financier de côté avant d'oser oser tout quitter, tout partir, tout recommencer. J'avais un pactole de côté parce que je me dis, c'est évident, si j'ai de l'argent de côté, je m'en fous. Si je me plante, c'est pas grave. On peut toujours revenir au même endroit. Vous voyez bien, moi le Canada, je reviens tout le temps. Au final, je pars, je reviens, je pars, je reviens. La France, je reviens 2 mois à chaque fois. Donc dans tous les cas, on peut revenir d'où on vient. C'est pas le problème. Il faut le comprendre aussi. On a un passeport en or, donc voilà. J'ai bien mon cher Martin. Est-ce que dans ta vie tu penses avoir stagné? Alors, question philosophique. Et après, je vous promets, je vous parle de la suite de mes projets et si je reprends le bateau, etc. Est-ce que je pense avoir stagné dans la vie? Alors non, moi, je pense qu'il n'y a jamais de moment où on stagne, parce que je pense que même les moments où peut-être je stagnais, effectivement, il y aura toujours, on apprenait tout le temps quelque chose. Au niveau du travail, moi, je sais qu'au Canada, comme j'étais chef de projet dans mon entreprise, on me faisait beaucoup changer de projet, d'équipe, de département, etc. Donc professionnellement, j'étais toujours challengée. Donc déjà, par rapport à la vie professionnelle, je peux pas dire que je stagnais. D'un point de vue personnel, peut-être un petit peu plus. Et je dirais que... pardon, désolée, j'ai ma chère amie qui m'héberge, qui vient de rentrer, donc j'ai fait une petite pause, mais je reprends. Donc si vous entendez un petit peu de bruit derrière, c'est pas grave. Oui, je disais que même si des fois, peut-être que d'un point de vue personnel, on peut penser stagner, par exemple, justement, quand j'ai eu toutes ces remises en question, etc., non, je stagnais pas, en fait, parce que je pense que intérieurement, j'étais en train de me préparer, mais surtout financièrement, parce que du coup, en travaillant, je mettais de l'argent de côté. J'ai commencé aussi à comprendre que j'allais vouloir faire changer les choses à un moment donné, donc j'ai commencé à mettre un peu plus de côté. À 30 ans, j'avais pris un investisseur, un financier pour que justement il m'aide à bien placer mon argent pour que ça me rapporte plus de dollars, pas des taux d'intérêt à 1%. Aussi, j'avais été à une conférence à Toronto qui m'avait beaucoup aidé avec des amis, etc. Donc ouais, non, je dirais que je pense pas avoir vraiment stagné dans la vie parce que au final, je suis sortie d'école d'ingé, je suis partie vivre aux États-Unis, des États-Unis, je suis partie au Canada. Canada, je suis restée très longtemps, mais le Canada m'a énormément apporté, il m'a apporté aussi une citoyenneté. Donc voilà, ensuite, c'est vrai que quand je suis partie vivre en Guadeloupe et que j'avais tenté d'ouvrir mon bar, il y a eu le Covid, donc là on pourrait dire que j'ai stagné, mais au final pas vraiment, parce que ça m'a permis d'explorer l'île, de bien réfléchir mon projet, d'au final de pas arriver au bout, parce que je savais que ça allait pas me mener vers la vie que j'avais envisagée. Donc voilà, je pense que je suis vraiment fière de moi dans le sens où je me challenge tout le temps. Je me challenge, j'avance, j'ose. Et ça, je dois avouer que je suis vraiment fière. Et si demain, je devais être sur mon lit de mort, et je l'espère pas parce que j'aime trop la vie et que j'espère vivre très vieille, mais si je devais être sur mon lit de mort, je pense que je ne serais pas triste de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Je serais plutôt fière. Je dirais que pour moi, le seul regret, c'est pour l'instant de ne pas avoir mis l'amour avec un grand A, une de mes priorités de vie. Jusqu'à maintenant, j'étais très bien seule. Et encore, je le disais, le fait d'être seule, c'est ça qui m'a aussi permis de faire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc c'est aussi une aubaine pour moi. Mais c'est vrai que là, ça commence à être un peu quelque chose qui devient de plus en plus présent. Enfin, un besoin, j'ai envie de dire plus un besoin pour moi, parce que faut se le dire, quand on est en couple, c'est sûr que c'est pas toujours parfait, mais il y a aussi des moments parfaits, et ces petits moments-là me manquent. Donc du coup, voilà, moi ça va peut-être venir un peu une priorité dans les prochains mois, ou en tout cas dans les prochaines années, parce que j'imagine bien que mon partenaire de vie va pas tomber du ciel, mais voilà, non, voilà. J'espère que Martin, cette question, ma réponse te plaît. Martin est très drôle parce qu'en fait, limite, il ne me croit pas quand je lui dis que j'ai 39 ans. Il me dit, il n'y a que ton acte de naissance qui est vieux. Parce que c'est vrai que physiquement, je fais jeune et mentalement, je fais jeune. Mais je pense que tout est dans le mental. Et si on est heureux, on ne prend pas un coup de vieux. Après, je ne fume pas. Bon, je bois par contre des bières. Ça, je vous le cache pas. Mais d'ailleurs, quand les passagers, je leur disais mon âge, ils ne me croyaient pas non plus. Ils me disaient, mais c'est quoi votre secret? Je leur répondais, le vin rouge. Mais non, c'est pas vrai. Je pense que mon secret, c'est d'être heureuse.
Et surtout, là, surtout depuis 2020, je suis plus souvent en vacances qu'au travail. Donc je pense que quand on vit une vie où on est moins stressé, et ben forcément, on vieillit moins vite, quoi. Voilà, je suis pas médecin, mais c'est un peu mon bilan, en tout cas sur ma vie. Maintenant, la suite. Est-ce que je vais refaire une croisière? Évidemment que je vais refaire une croisière. Je pense que si vous l'avez compris, cette expérience pour moi a été une expérience incroyable et bien évidemment que j'ai envie de renouveler cette expérience. Est-ce que je referai le même parcours? Absolument pas. Pourquoi j'irais refaire les mêmes endroits que j'irais faire que j'ai déjà fait alors que je peux en faire d'autres? En plus, les bateaux suivent les saisons, donc ça veut dire que là, si je repars pour l'hiver canadien, il va pas monter en Arctique, c'est pas possible. Il va y avoir de la glace partout. C'est pas il y a un brise-glace, mais donc non. Donc là, j'ai choisi. Donc en fait, j'ai sécurisé un contrat avant de débarquer. Donc j'ai pu avoir une liste des prochains bateaux disponibles et des prochaines dates. Je savais que je voulais me laisser 4 mois off. En fait, moi, je pense que je l'ai déjà dit, mon idéal, ça aurait été à la base 6 mois off, 6 mois de travail. Mais je me suis rendu compte que 6 mois en backpack, pour moi, c'est trop. Donc 4 mois backpack, 4 mois de taf, c'est ce que là, je vais tester. Je pense que 4 mois de voyage, ça me va très bien. Et ensuite, j'aurais hâte d'aller travailler. Et 4 mois à bord, ça me va très bien. Donc je pars le 1er décembre. Alors attention, vous n'êtes pas prêts à ce que je vais vous dire. Mais je pars de Singapour, donc à moi d'aller un peu explorer le côté de ce monde. On va un peu laisser côté l'Amérique du Sud, que j'explore déjà depuis pas mal de temps. Donc là, ça va être départ de Singapour, on va aller faire les îles indonésiennes. Ensuite, on va descendre vers l'Australie, mais l'Australie, on fait qu'un seul stop. Et ensuite, on va descendre en Nouvelle-Zélande, on va faire toute l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Ensuite, on va descendre vers l'Antarctique. Alors, c'est pas l'Antarctique que j'avais visé à la base. Moi, c'était l'Antarctique du côté d'Ushuaia, Argentine. Là, ce sera le côté Nouvelle-Zélande. Donc, ce sera une autre version de l'Antarctique. Mais ça me va bien aussi pour l'instant. Parce que moi, je compte refaire même d'autres contrats. J'imagine que ce deuxième contrat va être aussi bien que le premier, si ce n'est mieux. Parce que j'aurai pas mes problèmes de pied ni quoi que ce soit et je connaîtrai le rythme. Mais du coup, ouais, on descend vers l'Antarctique tout en passant île Fidji, plein d'îles sur le chemin. Ensuite, on va remonter. Alors, je finis le 23 mars. Ma dernière croisière se passera au Japon. Et je débarque en Corée du Sud, dans la ville de Busan. Et je peux déjà vous dire que j'ai même déjà pensé les prochains mois qui suivront ça. Je sais très bien que cette fois, quand je débarque, je vais me prévoir au moins 5 jours dans une station balnéaire, dans un hôtel, au bord d'une plage où je ne ferai absolument rien, si ce n'est dormir. Et faire du yoga, ce sera peut-être le seul truc que je ferai. Et donc du coup, je me prendrai un temps off. J'ai le droit de rester jusqu'à 3 semaines dans le pays de débarquement. Donc je resterai les 3 semaines en Corée du Sud si c'est possible. Et ensuite de là, donc ah oui, petite annonce aussi, je prendrai un vol vers la Turquie et là j'organise une rencontre. Donc si toi qui écoutes, tu aimerais me rencontrer mais aussi rencontrer des invités et d'autres auditrices du podcast, donc la rencontre aura lieu, je dirais, aux alentours du 12-15 avril dans les zones là, parce que Charlotte qui vient en Syrie se joint à nous et elle, comme elle est prof, elle a ses vacances qui démarrent le 10 avril. Donc voilà pourquoi on a choisi cette date. Et en plus, moi, je vous avoue que ça correspond parfaitement avec mes dates aussi. Donc on n'aurait pas pu rêver mieux. Donc ce sera peut-être à Istanbul, peut-être ailleurs. On n'a pas encore défini tout ça. Si ça vous intéresse, envoyez-moi votre adresse email par Instagram. Et je vous tiendrai au courant des plans de ce qui se passe. Et vous êtes déjà plusieurs à être intéressés, donc je pense que ça va être super cool. Il n'y a pas encore défini de qu'est-ce qu'on va faire, etc. Mais l'idée, ça serait d'organiser une petite rencontre, de faire une petite semaine de vacances ensemble, des activités, etc. Donc voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas à m'écrire. Donc voilà les plans, et ensuite moi ça m'emmènera au mois de mai. Donc au mois de mai je fêterai mes 40 ans. Donc là je prévois d'aller du côté de Venise en Italie, puisque j'ai de la famille qui m'ont promis de me faire vivre des 40 ans incroyables. Fiesta à Venise et ensuite les Dolomites, puisque j'adore la rando et j'adore dormir en refuge. Donc voilà, ils me prévoient ça. Et là bien évidemment j'espère qu'un maximum de mes amis en France et de la famille puissent se joindre à moi. Et voilà. Et peut-être que vous vous dites aussi, mais attends meuf, là on est au mois d'août, tu t'embarques pas avant le 1er décembre. Il se passe quoi là, septembre, octobre, novembre? C'est vrai que j'ai pas répondu à cette question, parce que celle-ci, elle est aussi intéressante. Et en fait là je pars dans 2 semaines.
le 4 septembre. Du coup, je quitte le Canada encore une fois parce qu'en fait, j'ai pas de raison de rester ici. Comme je l'ai dit, j'ai pas de taf, j'ai pas de logement. Enfin, si je vais pas squatter chez mes amis non plus indéterminé. Et puis que la vie est chère, donc ça sert à rien. Donc du coup, je pars en Indonésie. Donc du coup, je me suis pris quand même un vol pour Singapour. Comme ça, je peux laisser ma grosse valise qui ira sur le bateau. Je la laisserai dans un storage à Singapour. Je vais en profiter pour visiter la ville. Et ensuite, je pars à Bali. Donc là, je me suis réservé 20 jours dans une villa. J'ai envie de me poser pendant 20 jours, de passer mon niveau 2 de plongée, de reprendre un peu le sport. En fait, j'ai envie de reprendre ma santé en main parce que jusqu'à maintenant, je mettais ma santé, je dirais même pas au second plan, je mettrais même au 10e plan. Il y a plein d'autres choses qui passaient avant. Là, j'ai envie que ça devienne une priorité. Donc du coup, j'irai faire du sport avant même de faire du podcast. Donc encore une fois, je m'excuse si je serai moins présente sur le podcast. Mais du coup, ouais, je vais reprendre ma santé en main. J'ai envie de me sentir mieux dans mon corps. Et j'ai envie de passer mon niveau 2 de plongée. Et ensuite, j'ai mes parents et mon frère qui me rejoignent fin septembre, début octobre en Indonésie. On va faire 3 semaines ensemble en mode touriste à 3000%. Et ensuite, moi, il me restera du coup un petit peu plus d'un mois. Donc là, j'aurai tous mes collègues indonésiens qui reviendront au compte-gouttes sur les îles, parce qu'eux, ils sont encore en contrat sur le bateau en ce moment. Donc je pense que j'irai les voir, en fait, tout simplement. Ou soit je me reposerai. Je verrai bien ce sera quoi mon envie du moment. J'aime bien écouter mon corps aussi. Donc si j'ai envie de me poser, je me reprendrai une villa. Et si j'ai envie de continuer à backpacker, je continuerai à backpacker. Une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment hâte de découvrir l'Indonésie. J'ai tellement aimé travailler avec ces Indonésiens que j'ai hâte de voir tout ça. Et voilà, ça va être cool. Et puis comme vous vous doutez, c'est beaucoup moins cher que de rester au Canada. Donc voilà un peu les plans. Je relis toutes les questions, mais... Oui, j'ai répondu à toutes les questions. Donc voilà, ça fait déjà 32 minutes que j'enregistre. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Ça fera un épisode à lui-même. N'hésitez pas, bien évidemment, à me mettre un petit merci ou un petit cœur emoji en commentaire sur Spotify. Ça aide énormément le podcast, je me répète. Mais si je me répète, c'est parce que c'est la vérité. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à faire ça. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bien évidemment, je continue à enregistrer des petits épisodes en Indonésie et bien évidemment sur la prochaine expérience en mer. Et il y aura encore des interviews de Nana, je ne sais pas à quel rythme, etc. Mais si vous suivez le podcast sur vos plateformes de podcast ou sur Instagram, vous serez toujours informés des nouveaux épisodes qui sortent. Donc voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Et voilà, c'est ici que cette chronique se termine. Si mes aventures te parlent, te font sourire ou te donnent envie de tracer ta propre route, alors reste dans le coin. Et surtout, n'oublie pas, ta vie t'appartient. Alors fais-en quelque chose qui te fait vibrer, même si ça ne rentre dans aucune case. J'espère à très vite pour de nouvelles escales prévues ou totalement improvisées. On verra bien. Ciao ciao!